Salut tout le monde, c'est Sam de Bonnet Man en direct depuis sa chambre avec un éclairage digne d'un film porno des années 70 pour la review de WWE Payback qui a eu lieu hier soir à la Royal Storm Arena à Baltimore dans le Maryland. Et je suis là pour vous parler donc du show que j'ai regardé en direct et en entier, vraiment en entier. J'ai vu le début du kick-off jusqu'à la fin du show. Et donc on a eu une carte assez bien remplie. Aujourd'hui c'est lundi, il est très exactement midi 46 à l'horloge de mon ordi. J'ai une voix un petit peu fatiguée parce que même si j'ai beaucoup, je me suis bien reposé, je suis un petit peu encore dans les vapes. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire avant? Parce qu'en général, j'ai toujours un petit point par rapport à mes vidéos. Sachant que le prochain pay-per-view est dans 2 semaines, l'Elimination Chamber est donc le 31 mai, je ne ferai peut-être pas de review spéciale Raw. Je mettrai tout en un bloc, je pense, et puis je ferai une vidéo de prédiction mardi prochain pour Elimination Chamber. Et je pense que je ferai certainement pareil parce que le pay-per-view d'après, il est encore 2 semaines après et c'est Money in the Bank, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Mais bon, on va parler de ce qui s'est passé hier à Payback. Alors, on avait le kick-off, donc il y avait comme d'habitude Renee Young, Corey Graves, Booker T et Byron Saxton. Là, je vous ai mis la photo pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc dans l'ordre, on a eu une interview de Dolph Ziggler, on a eu un petit retour sur l'histoire de Daniel Bryan. Vous savez qu'il a dû il a choisi de laisser son titre à la WWE parce qu'il est blessé. Il ne sait même pas quand est-ce qu'il reviendra à la compétition et il estime que les gens méritent un champion qui se bat pour son titre et qui le défend de manière régulière dans le ring. Et c'est pour ça que, par conséquent, il a laissé son titre intercontinental sur le ring. J'avais j'aime pas dire ce mot maintenant en fait. J'avais pensé que du coup le titre serait certainement mis en jeu dans un match à Elimination Chamber. Et bah pas loupé, on aura carrément un Elimination Chamber match pour le titre intercontinental. Pour l'instant, il n'y a aucun participant. Je pense que tout ça va être annoncé dès ce soir à Raw. Euh, donc voilà, on a eu une interview des Bella Twins avec une Brie qui est à moitié en train de pleurer par rapport à l'histoire de Daniel Bryan, parce que Brie, Bella et Daniel Bryan sont mariés. D'ailleurs, ça m'a pensé à réfléchir parce que vu qu'on a eu des sœurs Bella très solidaires, on voyait Nikki qui essayait vraiment de rassurer Brie. J'ai presque l'impression qu'elles ont fait un face turn, alors ça s'est fait de manière assez chelou et inhabituelle, mais bon pourquoi pas, je sais pas trop. Du coup ça va se confirmer plus tard dans le show. Après on a eu le premier match qui a démarré, un match qui a donc été ajouté au dernier moment, R-Truth contre Stardust. Alors pourquoi pas? Déjà, tout simplement, pourquoi pas? Parce que voilà, R-Truth c'est pour faire rire les gens et pour les faire chanter What's Up. Et Stardust, il était là pour faire chanter les gens Cody. Donc alors, en soi, c'est intelligent. Je trouve que même si c'est pas un match qui a grand intérêt, c'est intelligent d'inciter les gens à pousser et à participer. Parce que voilà, même si voilà, on sait que le match c'est pas intéressant en soi niveau catch, mais après voilà, il y a la construction des personnages autour font que les gens vont participer avec R-Truth qui chante What's Up et puis Stardust qui supporte pas qu'on l'appelle Cody. Donc voilà, c'était un match sympa, bon sans plus, avec on a eu même eu moins que l'essentiel. C'est un genre de match qu'on aurait pu avoir très facilement à Raw ou même à SmackDown. Donc, mais c'était juste pour chauffer le public et ça c'est ce qui a marché. C'était rapide, efficace. Pas vraiment utile en pay-per-view, voilà. Il était dans le kick-off et il fallait pas qu'il aille plus haut que dans le kick-off quoi. 2,5 sur 5. Le match a duré 7 minutes et puis donc il y avait juste voilà, tout ce qu'il fallait. Et donc victoire de R-Truth. C'est qu'il affronte assez fréquemment Stardust depuis quelques semaines. Et puis c'est vrai que j'en avais pas précisé dans la vidéo de prédiction. Mais bon, enfin voilà, c'est une rivalité sans être une rivalité, quoi. Donc on va pas plus s'éterniser là-dessus. Après ça, on a eu les questions Twitter pour Sheamus, plus pour la première fois une promo pour NXT Takeover Unstoppable. Je trouve ça cool que la WWE, que le roster principal fasse de la pub pour NXT. Je trouve ça
enfin c'est agréable quoi. Ils ont pris la valeur de ce show là et je trouve ça vraiment cool. Juste après on a eu The Ascension contre les Mega Powers. Alors les Mega Powers c'est Curtis Axel et Damian Sando. J'avais pensé à une victoire des Mega Powers justement pour confirmer leur arrivée en tant qu'équipe solide et tout. Et bah pas du tout, le match a duré 3 minutes et victoire des Ascension. Alors bon, je vais reparler du match, on a eu l'entrée des Mega Powers, elle était absolument exceptionnelle. Elle était géniale, le public ils étaient à fond dès que donc c'est Damien Sando qui est arrivé enfin Macho Mando qui est arrivé en premier et Curtis Axel qui est arrivé après. Lui il était complètement déguisé en Hulk Hogan et c'était génial. C'était vraiment génial parce qu'ils sont chacun arrivés avec le thème d'entrée du catcheur qui les imitait et c'était vraiment bien pensé et les gens ils ont été très clients, moi aussi je trouvais ça génial. Voilà, le seul problème c'est la victoire ultra rapide de The Ascension. Juste, enfin gros what the fuck quoi, pourquoi bon, tant mieux pour eux à la limite, hein, parce que Ascension c'est vrai qu'ils ont pas fait grand chose depuis leur arrivée. Là ils avaient besoin de se remettre peut-être un peu dans le vent, ils ont peut-être exigé de gagner. Bon moi ça restera là, je sais, il y a beaucoup de questions qui se posent du coup quant à la suite de Macho Mando et Curtis Axel. Mais on verra, donc on verra tout ça ce soir. Mais une victoire des Mega Powers, elle aurait semblé vraiment plus logique, quoi. Parce que je me dis enfin une nouvelle équipe. Et puis dès le départ, je savais que ça. Enfin, dès le départ, je pense que on pouvait très facilement deviner que ça plairait à tout le monde. Et du coup, en fait, non. Parce qu'en général, quand il y a une nouvelle équipe ou un nouveau catcheur qui arrive, on lui met quand même on lui file quelques victoires pour donner de la crédibilité et un impact à son personnage dans le roster. Et donc c'est pour ça que je me disais que ça semblait plus logique que ce soit Damon Sando et Curtis Axel qui gagnent. Il n'en a rien été et j'ai mis 2 sur 5 à ce match-là parce que trop court. Déjà 3 minutes, je m'attendais au moins à un peu plus. On a eu surtout que les gens ils commençaient vraiment à apprécier voilà, Damien Sando et Curtis Axel déguisés, ça passait vraiment bien. Et le match s'est arrêté vraiment très rapidement. Du coup, j'étais vraiment sur le cul, quoi. Je pensais à un match qui durait un peu plus longtemps avec une victoire de Curtis Axel et de Damien Sando. C'est eu l'inverse, hein. Un match qui a duré 3 minutes et victoire d'Ascension. D'accord, merci, au revoir. Donc voilà, 2 sur 5 et pas plus. Après ça, bah, le show a démarré. Donc ça, tout ça, c'était le kick-off. Donc Payback a démarré. On a eu une arène assez semblable de ce qu'on avait à Raw. Je parle du grand écran, et des décors qu'il y a sur le côté, aussi des feux d'artifice, tout ça. On a commencé avec Dolph Ziggler contre Sheamus dans un match simple. En revanche d'Extreme Rules où Dolph Ziggler avait gagné le Kiss My Ass match. Alors, c'est un match qui a été assez long à démarrer. Et puis au bout d'un moment, Dolph Ziggler, il a profité que Sheamus soit un peu groggy dans le coin du ring pour sortir sa fesse et puis le forcer à lui faire un bisou sur la fesse. Après ça, Sheamus est du coup sorti. Il a pris une bouteille d'eau pour se rincer un peu. Il est revenu sur le ring. On a eu un public vachement actif pendant ce match-là. C'était super agréable. Voilà, le seul souci avec ce match, c'est que c'est pareil, c'est partout pareil avec Sheamus, c'est qu'il a cette fâcheuse tendance à ralentir les matchs dans lesquels dans lesquels il est, quoi. Et ça, c'est super chiant, surtout quand on sait que Dolph Ziggler est un catcheur très rapide et qui enchaîne vachement rapidement. C'était un petit peu dommage. À un moment, donc Dolph Ziggler. Donc le match continue. Dolph Ziggler envoie un monstre coup de tête à Sheamus et je pense qu'il l'a envoyé pour de vrai parce qu'il s'est retrouvé à saigner quand même de manière assez importante. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est après coup quand Sheamus a envoyé le Brogue Kick, je vois que les cheveux de Dolph Ziggler commencent à devenir rouges et du coup en fait Dolph Ziggler avait son sang à moitié sur la moitié de son visage. Donc Brogue Kick, 1, 2, 3, victoire de Sheamus. Alors ça me semblait logique parce que voilà, une victoire de chaque côté.
c'est Dolph Ziggler qui a gagné à Extreme Rules. C'est normal que ce soit Sheamus qui gagne. Donc du coup, on va peut-être avoir la fin de tout ça à l'Elimination Chamber. Je pense que ça tournera autour de titre intercontinental sans trop m'avancer. Je pense que je peux penser que ça se fera comme ça. On a eu un match rempli, propre, de l'excitation, un public bien cool. C'était un match cool, mais bon après voilà, ça pouvait pas non plus être le meilleur et le plus long match de la soirée. Donc j'ai mis 3,5 sur 5. On a eu un tout petit peu plus de ce qu'on voit habituellement à Raw et à SmackDown pour les deux catcheurs. Donc voilà, ça se mettra, je pense que voilà, ça va tout se terminer à l'Elimination Chamber, sans trop s'avancer, on peut y voir comme ça. On a eu une petite entrevue backstage entre Kane et Seth Rollins. On a enchaîné avec le match le match d'après, c'était The New Day contre Tyson Kidd et Cesaro pour le titre par équipe dans un match 2 out of 3 falls. Je vais pas réexpliquer les règles parce que ça me gonfle. New Day est arrivé avec le micro en disant qu'il fallait que les gens pensent positif. Oui, et voilà. Donc le Tyson Kidd et Cesaro sont arrivés. Premier tombé, c'est Tyson Kidd et Cesaro après le combo du Cesaro Swing et du dropkick de Tyson Kidd. Deuxième tombé, c'est The New Day avec un espèce de combo avec le finisher de Biggie où il a son mec sur l'épaule. Il tombe et puis c'est Kofi Kingston qui arrive pour l'attraper aussi en même temps en sautant la troisième corde. Ça a été botché. Mais le tombé c'est quand même fait. On a eu une botche monstrueuse de la part de Cesaro sur une Tiger Suplex qu'il a tenté sur Biggie. C'était vachement laid. Et la troisième tombée, il y a eu un micmac de dingue et c'est parti dans tous les sens. Les mecs se rentraient dans le ring. L'arbitre a été distrait et on s'est retrouvé avec Cesaro sur le ring. Et c'est Xavier Woods qui est rentré sur le ring pour faire le tombé victorieux. Xavier Woods qui ne fait pas partie du match. Voilà. Normalement, le match, les champions par équipe, sur le papier, c'est Biggie et Kofi Kingston. Xavier Woods, c'est censé être le cerveau de l'équipe. Et là, il faisait pas partie du match. Il a profité d'un moment de distraction et de la ressemblance avec Kofi Kingston pour aller faire le tombé lui-même sur Cesaro. L'arbitre ne s'en est même pas rendu compte. 1, 2, 3. Et donc, du coup, troisième tombé et victoire de The New Day. Alors, on a eu un gros travail de la créativité de la part de Tyson Kidd et de Cesaro. Ils ont vraiment sorti un super match. Ils ont moins impressionné. Ça a été gâché. Voilà, le seul problème, c'est que ça a été gâché par les quelques botches du match. On a eu quand même. C'était un peu moins impressionnant qu'à Extreme Rules. Extreme Rules, c'était vraiment un super match. La fin, vers le troisième tombé, c'était bien pensé. L'idée d'un mec qui bat dans le ring, pourquoi pas. Je veux dire, c'est intéressant d'apporter de nouvelles choses, de construire de nouveaux événements autour d'une stipulation. D'arriver à faire croire à l'arbitre, l'histoire de Xavier Woods qui fait le tomber, moi j'ai trouvé ça super sympa, je trouvais ça intéressant. Bon, après le match je m'en foutais un peu, mais juste on prend ça, je trouve que c'est intelligent, c'est bien pensé. Et j'ai mis 3,5 sur 5. J'aurais peut-être même pu mettre plus, j'aurais peut-être même pu mettre moins parce que les botches, ça a quand même, quand on fait une botch, moi j'y fais vachement gaffe à ce genre de choses là, et c'est le genre de trucs qui peuvent flinguer le point de vue global d'un match. Et il y en a eu quand même 2 ou 3 et donc du coup j'étais assez tenté de mettre un peu moins, puis j'ai mis 3,5. C'est quand même moins que ce qu'ils ont eu à Extreme Rules et ils ont quand même fait un bon travail. Le match a duré 11 minutes et c'était amplement ce qu'il fallait, pas besoin de plus. Et on enchaînait avec le match d'après, il s'agissait de Bray Wyatt contre Ryback. Je ne pensais vraiment pas que le match allait être programmé pour Payback. Parce que on a eu quand même beaucoup de promos, mais je pense que le match aurait dû être annoncé bien plus tôt. Donc c'est pour ça que je n'ai pas. Ça m'a un peu surpris. Et donc ça a été annoncé mercredi, je crois. Donc je l'ai su en regardant SmackDown. Le match a duré 11 minutes. Ryback a quand même fait 2-3 merdes, 2-3 petites botches, notamment sur un snap merde de Bray Wyatt pendant le match. D'ailleurs, tant que j'y suis là, en parlant de Bray Wyatt, je vais vous faire un petit combo des images que j'ai pris, des screenshots que j'ai pris de l'entrée de Bray Wyatt qui à chaque fois est juste magnifique comme vous le voyez. Une victoire dans la douleur pour Bray Wyatt. C'était un match assez sympa à regarder. Les deux hommes ils sont vraiment pas allés avec le dos de la cuillère, ils sont vraiment rentrés dedans comme des gros bourrins.
On a une fin de match quand même un tout petit peu brouillon avec Ryback qui essaie de sortir un shell shock et Bray Wyatt qui arrive à comment qui il s'accroche aux cordes et par inadvertance, je pense qu'il enlève le coussin du coin du ring. Et du coup, on le retrouve par terre, ça distrait un petit peu tout le monde. On se dit, tiens, ça y est, ils vont s'envoyer dans les coins, complètement ouverts. Et en fait, du coup, à ce moment-là, Sister Abigail de Bray Wyatt, 1, 2, 3, et c'est fini. Et donc, du coup, en fait, c'est super con, mais de se dire que des petits détails comme ça peut te gâcher un peu la fin du match. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. J'ai trouvé ça. C'est pas fait exprès, mais j'ai fait ah merde, parce que du coup, tu rates un peu la fin du match, tu vois, t'as les yeux qui vont d'un seul coup qui vont ailleurs, et puis le Sister Abigail il vient de nulle part, et puis voilà, boum, 1, 2, 3. J'attends d'en voir plus pour la suite parce que je ne pense pas que c'est pas fini. Je ne pense pas que c'est. Je ne pense pas que ce soit fini entre Bray Wyatt et Ryback. J'attends d'en voir plus. C'était un match qui était quand même à la hauteur de mes attentes. J'étais plutôt content. Mais je pense qu'il y a encore un filon à exploiter dans cette rivalité parce que j'aimerais que Ryback nous montre un peu plus de ce dont il est capable au micro parce que voilà, c'est un personnage dont on se lasse assez vite, Ryback. C'est pour ça qu'il a fait un heel turn assez rapidement là, quand il a commencé à être populaire. Et c'est quelque chose qui risque d'arriver assez rapidement à moins qu'il change vraiment quelque chose à son personnage et qu'il se mette un peu à parler, à essayer d'accrocher les gens et trouver quelque chose de nouveau. Le match a duré 11 minutes et j'ai mis 3,5 sur 5. Voilà, parce que la fin, elle était un petit peu merdouillée. J'attends d'en voir plus pour la suite. Je pense que sans trop de concessions que les deux hommes vont se raffronter. Ça fait pas, je vois pas Bray Wyatt avoir pris pour cible Ryback pendant 1 mois et demi et faire ça en juste un seul match. En général, Bray Wyatt, ça s'enchaîne avec au moins 2 ou voire 3 matchs. Donc, sauf pour l'Undertaker, bien sûr. Voilà, après ça, on a eu John Cena contre Rusev. C'était le match le plus long de la soirée et celui pour lequel j'ai pris le plus de notes parce qu'il y a quand même eu beaucoup de choses. Les deux hommes rentrent sur le ring. Rusev demande direct à John Cena, il demande à l'arbitre de demander à John Cena s'il veut abandonner, et puis du coup Cena s'énerve et puis ça commence à se mettre sur la gueule dès le départ. Après, donc Rusev commençait à péter un câble parce que les gens chantaient We Want Lana et donc Rusev demande à Lana d'aller s'asseoir sur une chaise vers la table des commentateurs et de plus bouger. Le public, il était vraiment à fond. Les gens étaient vraiment à fond et d'ailleurs, ouais, de manière globale, on a eu un public super participatif et ça faisait vraiment plaisir. Il y en a qui portent de l'importance, qui voient de l'importance. Il y en a qui en voient pas. Moi, je fais partie de ceux qui font vachement gaffe à ça. J'aime beaucoup voir le public qui s'y met, qui se rentre dans le show. Et c'était super agréable à regarder et surtout à écouter. Ryback, oui, bien sûr. Rusev demande sans cesse à John Cena s'il veut abandonner. Bien sûr, John Cena dit non. Donc, c'est par l'arbitre, il le demande. D'un seul coup, les escaliers sont sur le ring. Rusev menace Cena de l'envoyer dans les escaliers qui étaient posés sur le coin du ring. Si John Cena il l'abandonne pas, ça s'enchaîne comme ça. Slam sur Cena sur les escaliers. Attitude adjustment sur les escaliers. Spear à travers la barricade. Ça commence à partir dans tous les sens. Ça va dans le public. Avec Flycase, on se donne des coups de télé, des coups d'ordi, des coups de tout ce qu'il y avait. Oui, bon, le gros moment du match, c'était quand même John Cena qui sort un titre d'adjustment sur les machines à feu d'artifice. Du coup, ça a créé des explosions un petit peu de partout. C'était plutôt cool. Il a même carrément sorti une barrière, genre les barrières de sécurité comme on a nous en France. Ils ont exactement les mêmes aux US pour mettre des coups de barrière à Rusev. John Cena s'est même fait powerbomber sur cette barrière qui s'est retrouvée carrément pliée. Elle était couchée à moitié sur le ring. Elle s'est retrouvée complètement pliée. John Cena ne voulait toujours pas abandonner. Les gens commencent à chanter This is awesome. C'était vraiment cool. Rusev porte son accolade. Il se passe rien. John Cena n'abandonne toujours pas Rusev. Donc il décide de prendre des mesures drastiques. C'est-à-dire qu'il enlève le coin du ring. Il dévisse carrément le truc et il décroche carrément la corde du coin du ring
pour mettre des coups à Cena, et Cena à ce moment-là se redresse, chope la corde et pose un STF à Rusev. Et donc l'arbitre demande à Rusev s'il va abandonner. Rusev gueule des trucs en russe. Et c'est à ce moment-là que Lana, elle arrive, elle re-rentre dans le match. Et elle gueule à l'arbitre, elle dit non, arrête. Et en fait, elle prend le micro, puis elle dit il abandonne. Enfin, he quits. Et du coup, c'est elle qui a abandonné pour Rusev. Encore une fois, je trouve que c'est une preuve de créativité et d'intelligence sur voilà. On arrive quand même à nous mettre quelque chose de nouveau dans des stipulations qu'on a déjà vues plusieurs fois. Et c'était cool, bien pensé. Ce qui laisse en plus beaucoup de questions pour la suite. Donc, en soi, le match était bien rempli. Il n'y a pas eu de botch, ça a bougé un peu de partout. Pour une fois, une stipulation bien exploitée. Et je trouve que, vu la manière dont c'est déroulé, il y a eu un gros match qui a duré 28 minutes. C'est une très très bonne manière de terminer cette rivalité entre John Cena et Rusev. C'était un gros match, j'ai mis 4 sur 5 parce que vraiment ça partait dans tous les sens. Mais voilà, il y a tout qui était bien, l'avant, pendant, après match, la construction, le dénouement, tout était vraiment pensé comme il fallait et c'était super. Donc voilà, en plus ça nous laisse avec des questions. On sait que Rusev va partir sur autre chose qu'avec John Cena parce qu'il essuie quand même 3 défaites d'affilée. WrestleMania, Extreme Rules et Payback. Et donc du coup, je pense que la suite de ses plans, ce sera la séparation avec Lana. Un match très long, voilà, mais enfin c'est terminé. Comme j'ai dit, une stipulation très bien exploitée, de l'ambiance, de la créativité. Et au début j'avais mis un petit 4 sur 5, mais maintenant que j'y pense, avec toute la construction qui a été faite avant, pendant, après, tout a été vraiment bien pensé. Et j'ai mis 4 sur 5 et je le mets bien parce que c'est amplement mérité. Juste après ça, on a eu une interview backstage où il y avait New Day qui buvait un verre de lait. Oui, un verre de lait. Pour fêter leur victoire. À ce moment-là, Byron Saxton est arrivé pour faire une interview et il leur a annoncé que pour la première fois à Elimination Chamber, ils vont devoir défendre leur titre tag team dans un match Elimination Chamber pour le titre tag team. On verra tout ça mardi matin, parce que du coup pour avoir les résultats d'Euro, mais c'est la première fois qu'on va voir le titre tag team défendu dans l'Elimination Chamber, dans la cage, hein, vraiment. Et du coup, voilà, la réaction de Biggie était sympa parce que du coup il s'est mis à cracher son lait, presque à le vomir. Mais du coup c'est la première fois qu'on va avoir un match pour le titre par équipe dans une Elimination Chamber. Après, on a eu Nikki et Brie Bella contre Naomi et Tamina. Un match qui a duré 6 minutes et c'était pas plus mal parce que le match était... voilà, ça a redescendu le niveau qu'on avait l'habitude de voir. Et puis bon, c'est pas les... Voilà, c'est... avec la division qui repose sur les épaules des sœurs Bella et de Naomi, la division d'Eva est bien mal en point. Paige, elle est inactive. AJ, elle est partie. Elle a pris sa retraite. Elle a arrêté de catcher. Et ce match-là avait pas grand intérêt. Moi, j'en ai marre de voir. J'en ai aussi marre de voir Nikki Bella avec le titre. Mais voyons les autres candidates au titre. Ça me rassure pas non plus. J'aimerais que toutes les divas de la NXT arrivent au roster principal pour foutre un peu le bordel et ce serait une bonne chose. Un peu de Sasha Banks et de Charlotte, ça ferait du bien. Mais il n'en était rien. Donc match par équipe qui a été programmé pareil avant SmackDown. Pendant ce match, Tamina n'a servi à rien. Rien. C'est Naomi qui a fait tout le match de son côté. Et Naomi, Tamina, elle a fait genre, je vous promets, hein, elle a fait 15 secondes sur le ring et 10 secondes à l'extérieur du ring pour protéger, envoyer bouler Nikki ou Brie, enfin je sais plus comment ça s'était passé. Comment ça s'est fini le match? Il y avait Nikki Bella qui se prend les fesses de Naomi en pleine gueule, review. Elle se sort du tombé. À ce moment-là, donc les deux compétitrices se relèvent et puis il y a Nikki Bella qui grimpe sur la 3e corde.
elle se fait déconcentrer et c'est Naomi qui la prend et qui la jette sur le ring et c'est à ce moment-là qu'elle fait le tomber victorieux. Donc c'était chiant, c'était inutile, c'était inintéressant. Ça ne m'a pas fait grand chose. Je suis un peu désappointé quant à la suite de cette division Diva. Déjà le titre a pas vraiment sa place sur les épaules de Nikki Bella. Il ne l'a pas non plus sur celle de Naomi parce que en heel, moi j'accroche pas, très loin de là, sachant qu'elle est en plus avec Tamina. Tamina c'est plus un boulet qu'un moteur, donc ça va pas le faire, ça va pas le faire. Faut que Paige elle revienne et qu'elle sauve cette division Diva parce que sinon ça va vraiment pas le faire. Par contre, après, j'ai eu un petit sourire parce qu'il y a un nouveau programme qui va arriver. Alors ça, faudra se mettre sur le network pour pouvoir le voir. Sinon, attendre, je pense qu'on risque de réussir à le trouver sur Dailymotion. Peut-être sur YouTube aussi assez rapidement. C'est un truc qui s'appelle Swerved. Et en fait, c'est le réalisateur de Jackass, Jeff Tremaine, qui je crois qu'il va faire des grosses blagues aux superstars de la WWE. Donc on a vu Dolph Ziggler, Zack Ryder, Big Show, un peu tout le monde. Genre un tabouret électrifié pour que les superstars se prennent des coups de jus dans le cul quand ils parlent. Et c'est moi, il y en a qui trouvaient Jackass totalement débile. Moi, j'adore ça. Et donc Jeff Tremaine qui est directeur d'un programme qui s'appelle Swerved. Et donc ça va bientôt arriver sur le network. Après, on a eu un petit segment backstage entre Rusev et Lana, où Rusev demandait simplement à Lana de sortir du bureau et Rusev pétait un câble. L'avant-dernier match, c'était King Barrett contre Neville. Le match entre Nikki Bribella et oh putain, je vais y arriver. Nikki Bribella, Naomi et Tamina, j'ai mis 2,5 sur 5. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, King Barrett contre Neville. Un match qui a duré 7 minutes. Donc c'est quand même une belle évolution pour eux, je pense, par rapport à Extreme Rules. À Extreme Rules, ils étaient en kick-off. Là, aujourd'hui, ils sont avant le main event. C'est quand même conséquent comme évolution. Qu'est-ce que j'ai écrit? Pourquoi j'écris comme un sagouin? Oui, alors, le match était intéressant. Bien construit parce que les deux hommes ont un super niveau de catch. Donc c'était en fait une espèce de revanche de la finale de King of the Ring. Et en fait, King Barrett, qui s'appelle King Barrett parce que c'est lui le King of the Ring. Au bout d'un moment, il était à l'extérieur du ring. L'arbitre faisait son décompte à 9. Et donc, du coup, Barrett se relève. Il commence à monter. Puis finalement, il décide de s'en aller. Donc, du coup, victoire de Neville par décompte à l'extérieur. Après quoi, Wade Barrett remonte sur le ring pour casser la gueule à Neville. Neville se met à contrer et puis il sort son Red Air, je sais plus quoi, sa prise de finition de la troisième corde sur Banius Barrett. Et puis ça s'arrête là, c'était juste pour le show. Ce match, donc il n'a pas servi à grand chose. On nous vend comme quoi c'était une revanche de King of the Ring, mais en soi, c'était rien de bien impressionnant. Rien de bien, ça valait pas spécialement le coup de foutre ça en pay-per-view. C'était juste pour le côté entertainment et d'avoir Neville parce que voilà, on se sert de son agilité comme outil d'attraction pour les fans. Et donc c'est comme ça que ça a fonctionné. J'ai mis 3 sur 5 à ce match-là parce que voilà, ça a duré 7 minutes et on n'a pas eu beaucoup plus que ce qu'on a vu à Extreme Rules, on n'a pas eu beaucoup plus que ce qu'on a vu à Raw ou à SmackDown ces derniers temps. C'est pas fini entre les deux bonhommes. Je pense qu'il y aura certainement, eux aussi ils vont faire partie du match pour le titre intercontinental à Elimination Chamber. Donc voilà, j'ai 3 sur 5 et 7 minutes de match et pas plus. Et je vais terminer avec le main event, le Fatal 4-Way pour le titre WWE poids lourd entre Seth Rollins, Dean Ambrose, Randy Orton et Roman Reigns. Voilà, je vais y arriver. Juste avant ce match-là, on nous a fait la promo de Money in the Bank, le prochain pay-per-view qui aura lieu le 14 juin à Columbus dans l'Ohio. Donc voilà, le match, les superstars font leur rentrée, Kane est aux abords du ring, J.J. Security sont là aussi. Et ça décolle dès le début, les mecs se sautent l'un sur l'autre par-dessus la troisième corde.
Dean Ambrose et Roman Reigns se mettent à travailler ensemble pour mettre KO Seth Rollins. Kane interview assez rapidement dans le match, et là, le moment, je pense, le plus awesome, le plus génial de toute la soirée, c'est Randy Orton qui se retrouve à terre aux abords du ring, cerné par Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns. Et ils se regardent entre eux et ils relèvent Randy Orton. Et là, Seth Rollins et Dean Ambrose portent Randy Orton, ils le mettent sur les épaules de Roman Reigns. Triple powerbomb sur la table des commentateurs américains. Donc, reformation du Shield pendant quelques secondes. Du coup, les gens, ils étaient vraiment à fond. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je m'y attendais vraiment pas. Et du coup, Seth Rollins, on le voit tout content. Et puis, il essaie de faire un check. Et puis, d'un seul coup, Dean Ambrose qui se mettait à rigoler, il le regarde et puis il arrête de rigoler. Et puis, il s'envoie des droites. Et puis, ça y est, il casse la gueule à Seth Rollins. Et ils refont la même sur Kane. Par 2 fois, ils font une double powerbomb du coup, parce qu'il y a juste Dean Ambrose qui a aidé Roman Reigns. Donc il y avait Seth Rollins qui était couché sur la table des commentateurs espagnols, et il fait powerbomb Roman Reigns pose Kane en powerbomb sur Seth Rollins sur la table ne casse pas, et du coup il leur fait une deuxième fois pour que ça casse. D'ailleurs, ouais, non, mais voilà, je reviens là-dessus, cette idée de mettre de faire une petite réunion de The Shield pendant le match, c'était quelque chose d'assez fort. C'était presque émouvant, parce que les gens, ils étaient vraiment à fond. Ils ont commencé à chanter que This is awesome, et c'est vrai que c'était vraiment super. Donc après ce passage entre Kane et Seth Rollins à travers la table des commentateurs espagnols, il reste Dean Ambrose et Roman Reigns qui se retrouvent face à face sur le ring. Et puis donc s'ensuit les interventions de JC Security. Pendant tout le match, ils ont été là. Et voilà, le public commence vraiment à devenir à moitié dingue. Spear de Roman Reigns, Seth Rollins qui sort de là, qui arrive pour empêcher le tomber, Dirty Deeds, Kane qui arrive sur le ring, chokeslam de Roman Reigns sur les escaliers, Randy Orton qui est de retour sur le ring, il pose un RKO sur Kane, et c'est à ce moment-là que Seth Rollins sort un pedigree sur Randy Orton. Il a été botché le pedigree, donc du coup ça c'est vraiment dommage. Mais voilà, on a montré que c'était l'élève qui avait suivi le maître, et donc du coup Seth Rollins sort un pedigree sur Randy Orton, 1, 2, 3, et victoire de Seth Rollins et rétention du titre WWE poids lourd. Donc jusque là j'étais pas trop mauvais dans mes prédictions. Je pense que ça va tout s'enchaîner à Money in, peut-être pas Money in the Bank, mais à Elimination Chamber. On va peut-être avoir plusieurs matchs à Chambre. Il y en a déjà au moins 2 qui sont programmés. Donc voilà. À la fin du match, il y a même Triple H qui est arrivé pour féliciter Seth Rollins. Mais c'est voilà, le seul petit souci, c'est que c'était un match qui laissait présager une fin encore plus explosive que ça. Le match a duré quand même 21 minutes, mais je le mets facilement 4 sur 5 parce que voilà, le moment avec The Shield et plus à travers la table, l'intervention de Kane, les interventions intempestives de JJ Security, c'était quand même un gros match. Les 4 sur 5, il est amplement mérité. Ouais, ça a duré 21 minutes, donc il était même moins long que John Cena contre Rusev. Donc, mais voilà, c'était vraiment un bon match, et ça m'a vraiment fait lever de mon siège quand il y a eu ce moment entre The Shield qui était réuni pendant quelques secondes, et c'était vraiment agréable. J'en ai terminé avec ma review des matchs. Globalement, le pay-per-view, c'était un bon pay-per-view. On a eu 2-3 petites botches par-ci par-là qui ternissent un petit peu l'image globale du show. Mais après, voilà, c'était niveau qualité des matchs, c'était sans plus, quoi. En fait, on aurait pu avoir des matchs plus poussés. Et il y a vraiment, l'accent a vraiment été mis sur le main event et sur le match pour le titre des États-Unis. Pour moi, niveau qualité technique, Extreme Rules était meilleur. Donc voilà, Payback, c'était un bon pay-per-view. Je n'ai pas regretté de l'avoir regardé en entier. Et de m'être levé, du coup j'ai même pas dormi avant le show, parce que sinon je me réveille plus jamais.
Globalement, la pensée générale, on a. Est-ce que vous avez sur Facebook, donc le Facebook de la WWE, on a 12 500 personnes qui ont liké le show et 3100 personnes qui ne l'ont pas aimé. Bon, bah, jusque-là, ça va. On a 3/4 de personnes satisfaites. Non, je dis connerie, on a même 4 personnes sur 5 qui sont satisfaites. Et donc, c'est une bonne chose. Enfin, les gens qui apprécient à nouveau un show. Moi, c'était vraiment le cas. J'ai apprécié le show. Je vous invite à le revoir sur le network si vous pouvez. Il y avait vraiment de gros bons matchs en tout cas. Vraiment, le match pour le titre US et le match pour le titre WWE Poids Lourd ils étaient vraiment cool. Mais ça manquait un petit peu de niveau par rapport à ce qu'on a vu à Extreme Rules. On va repartir dans l'extrême avec le prochain pay-per-view, c'est l'Elimination Chamber. J'attends de voir les résultats de ce soir à Raw. Je vous tiens au courant, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'énorme. Il n'y aura pas de vidéo pour Raw parce que le prochain pay-per-view c'est dans 2 semaines. Donc ça se passera, c'est où j'ai vu, je crois que c'est au Texas, je sais plus où exactement. Je vous dirai ça plus tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, faire ce que vous voulez, la mettre sur clé USB, la diffuser en grand écran dans un cinéma. Enfin, même ça, je veux bien, je m'en fous. Il n'y a pas de droit d'auteur. Donc c'est très bien. Je vous laisse avec ma chanson du moment. C'est un morceau de Bad Religion qui s'appelle Sorrow. Et donc c'était tout. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec aussi les résultats dans le générique. Bonne semaine, profitez du soleil, allez faire les fous dehors. Et à tout plus les amis, ciao ciao ciao.